Je vais m'arrêter là et laisser la parole au président Jean-Christophe Pic. Je voulais simplement vous dire, à titre personnel, que j'ai été passionné par ce congrès, ces échanges. Je les ai trouvés intenses, je les ai trouvés de très bonne qualité. Vous pouvez être fiers du métier que vous faites. Je vous trouve innovant et audacieux, autant de choses qui manquent très souvent sur les marchés. Vous ne méritez pas l'image qui est la vôtre et je vous incite vivement, pour être plutôt un homme de médias, à augmenter votre communication, à ne jamais renoncer. La France, la croissance dont la France a besoin aussi de vous. Je vous invite maintenant à accueillir le président Jean-Christophe Pic et Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Bonjour Madame. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, mes chers collègues. Au moment de clôturer notre congrès annuel, je souhaiterais vous remercier tout particulièrement, Madame la ministre, pour avoir pu libérer du temps dans un agenda très très chargé et organisé afin de nous faire l'honneur de votre présence ici. Ceci est d'autant plus important que pour nous nous réjouissons d'avoir enfin un ministre de plein exercice pour s'occuper de nous. C'est une revendication qui a été portée de longue date par la FNTR, notamment dans son livre blanc, Ouvrir la route pour le prochain quinquennat. Dans ce document longuement travaillé avec l'ensemble des adhérents de la FNTR, nous exprimons nombre de revendications, mais également des propositions. En effet, en tant qu'organisation leader de la branche, et même avant que soient connus les chiffres de la représentativité, nous avons toujours considéré que cette position de leadership nous conférait une responsabilité accrue. Nous partageons cette philosophie avec TLF, car nos deux organisations réunies ont un poids de 70% dans la branche. Et c'est sans oublier nos amis de la CNM, qui, avec eux, ce poids passe à 85%. En tant qu'organisation responsable, représentant une profession dynamique et incontournable, nous considérons qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Le thème de notre congrès est un autre monde. Un autre monde et pas un nouveau monde, comme vous l'avez vu depuis ce matin. Car le nouveau monde est déjà là, transformé par la numérisation, la robotisation, les nouvelles attentes sociales, tout ceci dans un monde global et complètement interdépendant. Lors de cette journée, nous avons approfondi ces différents sujets et nous avons démontré que le transport routier est au cœur de ces révolutions et évolutions en cours. Nous avons également voulu démontrer, et j'espère que nous y sommes arrivés, qu'il serait particulièrement réducteur de cantonner notre secteur à sa dénomination transport routier de marchandises. Certes, nous utilisons des camions pour apporter à l'ensemble de l'économie et de nos concitoyens tout ce qui est indispensable pour vivre, travailler, prospérer et croître. Nous ne cesserons jamais de le rappeler, le transport routier apporte 99% des besoins quotidiens. C'est vrai aujourd'hui et ce le sera encore plus vrai demain avec le développement fulgurant du e-commerce. Mais pour autant, nous transportons une quantité croissante d'informations aussi. Nos véhicules sont de plus en plus propres et ils seront de plus en plus autonomes. Nos organisations de transport progressent, nos entrepôts travaillent différemment, déjà pour certains avec des robots, voire même des drones, nous l'avons vu tout à l'heure. Nous avançons sans cesse. Par contre, Madame la Ministre, ce que nous pouvons en revanche attendre de l'État, c'est la mise en place de conditions favorables afin d'exercer notre activité de la manière la plus compétitive et efficace qu'il soit. D'un point de vue social, les récents mouvements de mai et surtout ceux d'il y a
quelques jours, nous nous en souvenons, ne témoigne pas de la réalité de la vie quotidienne de nos entreprises et de nos salariés. Oui, nous sommes attachés à pouvoir bénéficier pleinement des ordonnances sur la loi travail. Pour autant, il faut cesser de suspecter les entreprises d'utiliser les souplesses qui leur sont accordées pour aller systématiquement vers le moins-disant social. C'est d'abord faux, et ensuite les tensions sur l'emploi sont telles dans notre secteur que ce n'est même pas envisageable. Nous sommes aujourd'hui en capacité, Madame la Ministre, de recruter des milliers de personnes. Ça a été l'un des gros sujets de ce congrès. C'est tout le sens de l'initiative Tremplin qui vise à pourvoir les postes actuellement en souffrance dans toutes nos entreprises. En effet, les tensions sur le recrutement sont telles aujourd'hui que nombre d'entreprises perdent des marchés et ne peuvent plus développer leur chiffre d'affaires. Tremplin réunit les principaux acteurs professionnels de la branche en s'appuyant sur les outils de la profession que sont l'AFT et l'OPCA Transport et Services. Cette action ambitieuse doit permettre de trouver les candidats, de les former afin que les entreprises puissent les recruter en CDI. Les causes de ces tensions sur le recrutement sont multiples, mais parmi elles, il y en a une que je souhaiterais particulièrement souligner aujourd'hui. Nous entendons malheureusement trop souvent un discours particulièrement négatif concernant notre secteur, à force de dire, le plus souvent en plus contrairement à la réalité des faits et des chiffres, que les camions polluent, qu'ils tuent et sont les principaux responsables du réchauffement climatique, qu'ils créent de l'encombrement, etc., etc. Ou encore que les conducteurs ont des conditions de travail insupportables, en étant mal payés, et alors que c'est, nous le savons tous ici, contraire à la réalité. Il est certain que peu de personnes et de jeunes sont enclins à venir nous rejoindre. Or, il convient de rappeler que nous avons réduit nos émissions de gaz polluants et de NOx de 97% en 20 ans, que les camions pour compte d'autrui ne représentent que 6,7% des émissions de gaz à effet de serre, et non 30%, comme on l'entend le plus souvent. Qu'enfin, l'implication des poids lourds dans les accidents mortels sur la route est bien plus limitée qu'on ne le dit et est inférieure à 1% de ces derniers. Sur ce dernier point, sachez que malgré cette performance, nous ne relâcherons pas nos efforts, comme en témoignent les actions menées, tant en direction de nos conducteurs que des autres usagers de la route. Cette petite musique négative contre la route dans son ensemble, alors que les chiffres, vous l'avez vu, prouvent le contraire, ne saurait pas plus justifier le retour d'une taxation des poids lourds, dont nous savons tous ici qu'elle vient seulement s'inscrire dans un besoin de financement des infrastructures. Nous souhaitons réitérer notre opposition farouche, déterminée et calme au rétablissement de l'écotaxe, sous quelque forme que ce soit et surtout où que ce soit. Sans revenir sur l'histoire, que j'aime bien de temps en temps rappeler quand même si on ne veut pas réécrire le film, l'objet initial de la fameuse, dont vous vous souvenez tous, taxe nationale poids lourd, car c'est son véritable nom, n'avait pas de visée environnementale. Elle avait principalement pour objet de compenser, tout bêtement, le manque à gagner financier résultant des décisions politiques prises en 2005 sur les autoroutes. Son objet était, certes louable, mais de financer les infrastructures. Ce feuilleton désastreux a masqué durant 7 ans toutes les autres problématiques du monde du transport. Chute accrue de nos parts de marché à l'international, surfiscalisation, prix des transports en baisse, faillite record d'entreprises. Pourtant, courageusement, avec l'aide de quelques partenaires et sans recourir aux fonds publics, le secteur des transports routiers a engagé sa révolution écologique, d'abord par des engagements volontaires de réduction d'émissions de CO2 et ensuite par la création d'un label reflet de la performance de nos entreprises engagées qui permettent des réductions d'émissions de CO2 de plus de 2 millions de tonnes. Ensuite, parce qu'un nouveau carburant alternatif au diesel a été mis à disposition, le GNV, émettant 0 particules, moins polluant et moins émetteur de CO2. Nous visons avec nos partenaires l'objectif de 20 000 poids lourds GNV à l'horizon 2020. Compte tenu du succès, et le Congrès en a tenu plusieurs chapitres dessus,
rencontrés, il est probable que ces objectifs seront dépassés. Chaque semaine est inaugurée une nouvelle station d'avitaillement créée grâce à l'engagement des transporteurs. Notre objectif, moyen terme, est d'aller vers le bio-GNV, encore plus vertueux. Pour maintenir cette dynamique, il est indispensable que nous puissions bénéficier de manière pérenne du suramortissement de 40% concernant les investissements, bien évidemment, et du maintien de l'écart de la fiscalité entre le diesel et le GNV, voire d'une fiscalité avantageuse sur le bio-GNV. Nous demandons même, parce que cela a du sens, que le GNV soit désormais considéré comme un carburant utilitaire, puisqu'il est utilisé ainsi, bénéficiant d'une fiscalité spécifique. Et je pense que nous avons là un produit plein d'avenir. Quant à l'électrique, parce qu'il y a également, lors de cette journée, eu des débats, je vous rappelle juste que 1 million de véhicules légers passant à l'électrique représente la production d'une centrale nucléaire. 1 million, une centrale. Je vous rappelle qu'il y a 36 millions de véhicules légers en France. Donc vous savez faire le calcul vous-même. Donc je pense qu'au niveau du GNV, il faut que nous ayons une réflexion de fond et une réflexion pérenne sur un certain nombre d'années. Plus on donnera aux carburants, plus on donnera aux transporteurs des carburants et des matériels répondant à des objectifs de développement durable, plus nous les prendrons. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas par une fiscalité dite écologique, mais surtout punitive, qu'on relèvera le défi fixé par la COP21. L'ensemble des camions français qui circulent sur nos routes acquittent chaque année 7 milliards d'euros entre les péages, la TICPE et la taxe à l'essieu, source CNR. Évoquer un péage de transit nous rappelle de douloureux souvenirs. Il crée tout d'abord une inégalité territoriale et pèse toujours principalement sur les transporteurs français. Des études l'ont déjà montré. En plus de cela, il faut cesser de dire que nous ne payons pas les routes que nous empruntons. Nous les avons déjà payées et je pense que nous avons à ce sujet une bonne trésorerie en avance pour pouvoir développer les choses. L'abandon de la dite écotaxe, il faut le rappeler, s'est traduit par une augmentation de 4 centimes par litre de carburant non récupérable. L'État y a trouvé son compte, plus de 500 millions par an, en économisant les 250 millions de frais de collecte initialement prévus au contrat de l'écotaxe. En outre, la Commission européenne, dans sa proposition de directive Eurovignette, reconnaît enfin que les 2/3 des externalités, bruit, congestion, émissions de polluants et gaz à effet de serre, sont le fait des voitures particulières et non pas des poids lourds. L'Europe, 2/3. Il n'y a aucune raison pour qu'on se tourne encore et toujours vers nous pour payer en omettant les usagers les plus nombreux. En parlant d'Europe, d'ailleurs, une guerre économique fait rage et les transporteurs français ne sont guère avantagés. Non seulement nous avons perdu, malheureusement, 80% des parts de marché à l'international en 20 ans, mais en outre, nous sommes concurrencés sur nos propres routes. C'est pour cette raison que votre action, Madame la Ministre, sera déterminante pour faire modifier les propositions de la Commission européenne dans le paquet mobilité. Nous soutenons et soutiendrons votre action dans laquelle, nous le savons, vous êtes pleinement investis et nous vous en remercions. Nous refusons la libération du cabotage par la suppression de tout nombre d'opérations et l'extension aux pays limitrophes. Nous souhaitons également que le transport routier puisse bénéficier de dispositions spécifiques concernant le détachement des salariés. Malheureusement, les options retenues par la Commission européenne sont en l'état totalement inapplicables. Nous serons également très attentifs à ce que le dossier du transport léger soit également pris en compte au niveau européen. En effet, il est toujours exclu de la réglementation européenne, ce qui le soumet à une concurrence encore plus sauvage. Nous pouvons le constater tous les jours, de nos yeux, sur nos routes et dans nos villes. D'ailleurs, il faut noter que même au niveau français, une meilleure appréhension de ce secteur est indispensable. À ce stade, je vous rappelle que les entreprises exploitant des véhicules de moins de 3,5 tonnes ne peuvent pas bénéficier de la ristourne gasoil. Vous comprenez bien que l'annonce d'une augmentation de 10% de la TICPE
et pour elles particulièrement impactantes. Nous demandons à ce sujet l'ouverture d'une réflexion approfondie sur la question du transport léger avant la fin de l'année, si votre calendrier le permet. Concernant les véhicules plus lourds, nous souhaiterions être par ailleurs rassurés en cette belle journée d'octobre que cette hausse de la fiscalité sur le carburant sera compensée par une augmentation de même nature de la ristourne dont nous bénéficions. Nous continuerons à travailler avec vous, Madame la Ministre, et le gouvernement pour parvenir au niveau européen à des solutions réalistes et applicables. Il nous semble d'ailleurs que les nouvelles technologies pourraient apporter nombre de solutions efficaces. Comme vous le savez, notre fédération est particulièrement engagée dans le déploiement de la lettre de voiture électronique nationale et internationale. Avec nos homologues espagnols et de manière historique, nous avons réalisé le premier transport sous CMR électronique en janvier dernier. Depuis, nous travaillons pour aboutir à la dématérialisation totale des documents de transport. Il ne s'agit pas d'une copie électronique de documents papier, mais d'une véritable application qui révolutionne dans toutes ses dimensions le contrat de transport. Selon nous, tout transporteur en Europe qui souhaiterait faire du transport international devrait pouvoir le faire qu'avec une ICMR et un chronotachygraphe électronique. À défaut, il n'aurait tout simplement pas accès au marché européen, faute de pouvoir être efficacement contrôlé. Nous discutons actuellement de cette solution avec nos homologues européens et notamment avec les fédérations homologues des pays qui font partie de l'Alliance du routier. J'en profite pour les saluer ici, les représentants de nombreuses fédérations européennes qui sont aujourd'hui présentes à notre congrès. La lettre de voiture électronique constitue donc un pas de géant vers l'avenir. Car si demain, on peut regrouper toutes les données d'un transport vers un cloud, alors qu'est-ce qui empêcherait de rêver et de franchir le pas vers un document de transport unique, quel que soit le mode de transport utilisé, maritime, aérien, ferroviaire, fluvial. En partant du fait que cette lettre de voiture fonctionne de manière très sécurisée, avec validation successive des différentes étapes au cours du transport, nous avons lancé un groupe de travail regroupant des acteurs de tout horizon, et y compris de différentes administrations, pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une blockchain. Nous avons tenté, lors de ce congrès, d'expliquer, et j'espère avec succès, de manière pédagogique ce qu'est la blockchain et en quoi elle peut révolutionner l'intermédiation et plutôt la désintermédiation dans les transports en général et dans le transport routier en particulier. Si nous parvenions à cela, et c'est un gros challenge, nous contribuerions à faire de notre pays un leader dans ce domaine. À cet égard, d'ailleurs, nous regrettons que le transport routier ne soit abordé que sous l'aspect distribution urbaine dans les assises de la mobilité. Il y a certes un dernier kilomètre, mais il y en a tellement avant. Nous contribuerons activement à ces assises, car il s'agit de parler du transport du quotidien. Alors nous y avons notre place, car nous sommes un transport du quotidien. Nous croyons savoir que la stratégie nationale France Logistique 2025 intégrera notre secteur. Une fois de plus, nous répondrons présent. Mais gardons-nous d'aborder la problématique avec un vieux schéma de pensée. Nous vous l'avons montré lors de ce congrès, nous sommes ouverts à cet autre monde. Et nous avons une capacité à évoluer et à nous adapter hors du commun. Alors, pourquoi le transport routier restera-t-il le premier mode de transport ? Tout simplement parce que notre mode de transport est le plus rapide, le plus efficace, le plus en capacité à répondre aux attentes des autres acteurs de l'économie et de nos concitoyens. Nous sommes performants et fiers de l'être. Et ce, une fois de plus, sans investissement public majeur. Dans cet autre monde, nous attendons une autre politique des transports, pragmatique, sans idéologie, équilibrée, où l'on nous voit comme des partenaires, où l'on nous voit tels que nous sommes aujourd'hui dans cette salle. Des leviers d'emploi par milliers, des leviers de croissance, de prospérité et de progrès. Et surtout des entreprises, des entrepreneurs passionnés au service de la collectivité et au plus près de vos besoins quotidiens. Telles sont nos réelles spécificités aujourd'hui. Merci.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation, Monsieur le Président, et je suis très heureuse d'être à vos côtés au moment de conclure le 72e congrès de votre fédération. Ce rendez-vous annuel est pour vous, professionnels du transport, un moment privilégié de réflexion et de débat. Et je sais que cette journée s'est montrée riche d'échanges sur les défis à relever pour construire les transports de demain. Les transports sont bien sûr un acteur indispensable d'aménagement du territoire et de lutte contre l'enclavement. Ils sont un vecteur essentiel du lien social et un des principaux acteurs de la vie économique de notre pays. Le transport routier de marchandises est, nous le savons tous, un maillon primordial de la chaîne du transport et de la logistique. En convoyant plus de 80% des volumes, il est le premier mode de transport terrestre. Depuis plusieurs années déjà, le secteur des transports s'est engagé dans une grande mutation. Les évolutions structurelles en cours transforment notre vision des transports, et vous en avez largement débattu. De nouveaux acteurs, de nouvelles formes de mobilité émergent. Le transport porte des défis essentiels et stratégiques qui seront décisifs pour notre pays dans les années à venir. C'est pourquoi le Président de la République et le Premier ministre ont voulu que le secteur des transports soit un ministère de plein exercice. Un ministère au cœur des grands enjeux européens et internationaux, en particulier les transitions écologiques et énergétiques. Et je me réjouis d'inscrire, en vous y associant, mon action auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire sur ce sujet fondamental pour notre avenir à tous et l'avenir de nos enfants. L'avenir du transport routier de marchandises, nous devons le dessiner ensemble. C'est pourquoi, moins d'une semaine après ma prise de fonction, j'ai souhaité rencontrer les organisations professionnelles du transport routier de marchandises. Nous avons entamé un dialogue franc et ouvert, indispensable à la bonne compréhension des enjeux du secteur et de vos problématiques. Et c'est en travaillant ensemble, pouvoirs publics et représentants des professionnels, dans le cadre de la mise en place des politiques publiques, que l'on construit des dispositifs cohérents et adaptés. C'est aussi dans cet esprit de dialogue que le Premier ministre a lancé le 19 septembre dernier les Assises de la mobilité. Des nouveaux besoins émergent et nous devons y apporter des réponses concrètes. Les Assises se dérouleront sur 3 mois et rassembleront les acteurs concernés. Collectivités territoriales, acteurs du transport et des infrastructures, administrations compétentes vont contribuer à construire des solutions de mobilité au plus près du terrain. La priorité doit être donnée au transport de la vie quotidienne et à la compétitivité de notre économie, ce qui passe d'abord par la remise à niveau des réseaux existants. L'un des grands thèmes de la consultation concerne la gouvernance et le financement des infrastructures. Alors, je l'ai déjà dit, nous devons, dans ce cadre, engager une réflexion sur les ressources pour nos infrastructures. Donc j'ai bien entendu la sensibilité de cette question, mais c'est l'intérêt de tous que nous trouvions une solution durable qui ne pourra pas être la reproduction des dispositifs et des erreurs du passé. Et évidemment, votre profession doit être totalement associée à ce débat. Je peux vous rassurer sur le fait qu'en tout cas, il se trouve que les hausses de la fiscalité qui sont prévues ne concerneront pas votre profession, qui continuera à bénéficier des exonérations qui seront donc étendues. Et c'est dans ce cadre-là que l'on peut néanmoins s'interroger sur les poids lourds en transit sur notre territoire. Et je défendrai d'autant mieux le maintien des exonérations totales de la hausse qui est programmée sur les carburants que nous arriverons à trouver ensemble une réponse sur ce point. En tout cas, la concertation sur les grandes orientations et les priorités d'investissement permettra de préparer la loi d'orientation des mobilités et donc je présenterai un projet de loi début 2018 au Parlement. Et vous avez, vous, professionnels du transport routier de marchandises, toute votre place à prendre dans le cadre du grand débat national qui s'est ouvert le 19 septembre. Et effectivement, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, dans le cadre des assises telles qu'elles ont été lancées jusqu'à présent,
Il s'agit de transport de voyageurs et de logistique urbaine, mais nous allons également conduire cet automne une concertation sur les enjeux du fret et de la logistique. Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits sur ce sujet, mais il nous faut maintenant traduire tous ces travaux en feuille de route, en plan d'action, et vous aurez évidemment toute votre place pour nous aider à préparer cette feuille de route. La volonté de construire un transport routier durable conduit à promouvoir la compétitivité et la performance des acteurs du secteur. Toutefois, cette construction ne peut se faire que dans le cadre d'une concurrence saine et équilibrée, intégrant les impératifs sociaux, environnementaux et de sécurité routière que nous partageons. Le paquet mobilité que prépare la Commission européenne constitue effectivement un enjeu majeur pour l'équilibre du secteur du transport routier. Il est indispensable que les règles qui seront adoptées soient à la fois applicables par les entreprises et contrôlables par les autorités nationales. La France souhaite dans ce domaine améliorer le fonctionnement du marché intérieur, mais également veiller aux conditions sociales et d'emploi des conducteurs routiers. Et vous connaissez tout d'abord l'engagement du Président de la République et du gouvernement sur la question des travailleurs détachés. Au-delà des enjeux juridiques, c'est réellement un enjeu de société. La France est défavorable à l'instauration d'un dispositif spécial pour le transport routier. Si ce secteur d'activité comporte des spécificités, un travailleur détaché, quel que soit son secteur d'activité, doit travailler sur notre territoire aux conditions françaises. Et le président de la Commission européenne l'a encore rappelé récemment, à travail égal, salaire égal sur un même territoire. Le gouvernement s'attachera par ailleurs donc à obtenir un accord ambitieux sur le paquet mobilité. Je pense que nos positions sont largement convergentes sur un grand nombre de points. Et à Bruxelles, je pense qu'il est essentiel que nous portions ces positions cohérentes d'une voix claire, pragmatique et constructive. Et je sais à cet égard quel est votre engagement au sein de l'IRU. Le gouvernement français est également pleinement engagé avec ses partenaires dans le cadre de l'Alliance du routier également, et j'aurai sans doute l'occasion de réunir nos partenaires d'ici la fin de l'année, en tout cas avant le Conseil transport, pour que nous nous assurions d'une position bien alignée entre les partenaires de l'Alliance du routier. Nous soutiendrons également à Bruxelles la nécessité d'un contrôle renforcé et harmonisé du respect de la réglementation et le développement de la coopération administrative au sein de l'Union européenne. Pour rendre ces contrôles plus opérationnels et plus fluides, je crois fermement, comme vous, à la digitalisation des contrôles, dont le calendrier doit être accéléré par rapport à ce qui était initialement proposé par la Commission, et la Commission y est ouverte. Et nous pouvons notamment partir de plusieurs initiatives en la matière lancées par les professionnels. Dans le champ social, les règles européennes ne doivent pas conduire à dégrader les conditions de travail des conducteurs. Il en va de leur santé et également de la sécurité routière. Elles doivent s'inscrire, au contraire, dans une volonté d'amélioration continue de la qualité de vie des chauffeurs. C'est pourquoi la France soutient la proposition de la Commission européenne d'interdire expressément la prise des repos hebdomadaires des conducteurs à bord des véhicules et le droit au retour à domicile toutes les 3 semaines. Le cabotage est la question centrale de ce paquet. La France veillera à ce que l'évolution de son encadrement ne favorise pas des pratiques de concurrence déloyale. Et nous ne pouvons pas accepter les libéralisations supplémentaires proposées par la Commission européenne qui se traduiraient par une sorte de cabotage permanent. Je défends avec vous l'idée d'introduire un délai de carence entre 2 séquences de cabotage. Cette idée a d'ailleurs été récemment mise sur la table par la présidence estonienne du Conseil. Le cabotage ne doit effectivement pas devenir un mode ordinaire du transport routier. Le principe qui le justifie doit être rappelé avec force. Il vise à éviter des retours à vide, répond à un impératif environnemental qui est d'optimiser les chargements, mais aussi économique sur les coûts. Et ce principe ne doit pas être dévoyé aux dépens de l'équilibre des marchés domestiques. Concernant le transport par le moyen des VUL, l'encadrement de ce segment de marché, je suis d'accord avec vous, est devenu indispensable à l'échelle européenne, compte tenu de l'implication croissante de ces véhicules dans les opérations de transport international et de cabotage. L'enjeu est double: professionnaliser les exploitants et lutter contre les formes de concurrence déloyale de ce segment de marché.
Donc, comme j'ai pu l'annoncer le 28 septembre dernier, une mission parlementaire sera lancée dans les prochains jours afin de formuler des propositions d'évolution de l'encadrement des VUL. Et je compte vraiment sur votre profession pour nous aider à envisager un encadrement pragmatique mais efficace de ce secteur et à le porter au niveau européen. Alors, vous avez également échangé sur le numérique, et avec le numérique, ce sont aussi des nouvelles formes de concurrence qui bouleversent la chaîne de valeur des transports et qui peuvent fragiliser les modèles économiques. L'État est à vos côtés, en particulier face au risque de concurrence déloyale et de comportements frauduleux. Le respect d'une concurrence équitable, de la réglementation des transports, du droit du travail et des obligations fiscales doivent être garantis. Mais l'innovation via des nouvelles offres de transport correctement pensées et suffisamment régulées est aussi une chance, même si elle ne doit pas laisser la place au dumping social ou à la concurrence déloyale. Nous nous attacherons à construire avec vous, en tant que de besoin, les cadres de régulation adaptés aux réalités des nouvelles économies de plateforme qui s'avèrent nécessaires sans brider les initiatives. Et je sais que votre organisation professionnelle a totalement pris la mesure du défi numérique et que vous avez travaillé sur ce sujet. Le thème de votre congrès témoigne de votre souci d'anticiper et d'accompagner les innovations, et vous avez saisi l'enjeu des transformations numériques inéluctables en cours. Dans le prolongement des travaux sur la dématérialisation des documents de transport que vous menez, avec l'appui des services du ministère, la blockchain et ses applications suscitent effectivement un fort intérêt. C'est un outil qui pourrait compléter les dispositifs de traçabilité et de responsabilisation de chacun des acteurs de la chaîne logistique. Donc c'est un sujet, je pense, qui est encore émergent, mais moi je souhaite vraiment qu'on puisse avancer à vos côtés sur ces réflexions. Et c'est ensemble que nous pourrons avancer, promouvoir l'innovation et j'espère, comme vous l'évoquiez, faire de la France un des champions dans ce domaine. Un autre défi technologique est celui du véhicule autonome que vous avez également évoqué aujourd'hui. L'automatisation et la connectivité des véhicules se sont fortement renforcées ces dernières années pour offrir une diversité croissante d'applications aux conducteurs et usagers des services de transport. Ce développement du véhicule automatisé constitue un enjeu majeur pour l'industrie française, ainsi que pour les politiques de transport et de sécurité routière. Le gouvernement soutient l'ensemble de la filière française dans ce domaine. L'État est notamment présent aux côtés de la Nouvelle France industrielle dans les travaux de recherche et d'expérimentation. Et nous avons publié récemment une première proposition de feuille de route de stratégie sur le véhicule autonome, sur lequel je souhaite aussi recueillir vos réactions. Mais je souligne qu'à l'instar des expérimentations qui ont déjà été lancées dans les transports de voyageurs, je pense qu'il serait intéressant que votre profession puisse aussi nous faire des propositions pour des expérimentations de véhicules à délégation de conduite concernant le transport de marchandises. Donc je ne doute pas que vous vous mobiliserez sur ces nouveaux challenges qui participeront demain à votre compétitivité. Si le secteur du transport et de la logistique joue un rôle central dans la diffusion des nouvelles technologies, les conditions sociales d'exercice des métiers sont un enjeu déterminant pour son avenir, et cela dès aujourd'hui, comme nos échanges avec les organisations syndicales du transport routier l'ont montré dans le récent conflit. Ce défi est d'autant plus ardu que les entreprises rencontrent des difficultés à pourvoir les emplois qu'elles sont en capacité d'offrir. Et face à ce constat, vous avez effectivement lancé l'initiative Tremplin, campagne en faveur du recrutement et de l'attractivité des métiers du transport et de la logistique. Moi, je salue vraiment cette initiative ambitieuse qui vise à mobiliser l'ensemble des acteurs du secteur autour de vos métiers et des perspectives professionnelles que vous offrez aujourd'hui et offrirez demain. Dans ce cadre, afin de lever une barrière, mes services vont étudier avec le ministère du Travail la possibilité de financement du permis de conduire pour les jeunes. Et j'espère que nous trouverons une solution sur ce sujet. L'attractivité de votre secteur est déterminante pour son avenir et je connais votre volonté d'accompagner les conducteurs et de maintenir l'emploi dans le secteur. La réforme du congé de fin d'activité des conducteurs routiers constitue un autre chantier majeur. Il doit désormais être pleinement ouvert.
Le protocole d'accord du 19 avril 2017, co-signé par l'État, prévoit l'ouverture par les partenaires sociaux d'une négociation devant aboutir au plus tard le 31 décembre 2019 à un accord sur la mise en place d'un nouveau dispositif de gestion des fins de carrière. L'État s'est engagé à sécuriser la situation juridique et fiscale durant la période nécessaire à l'aboutissement des négociations. Le gouvernement connaît les enjeux de la modernisation des congés de fin d'activité des conducteurs routiers et est particulièrement attentif à ce que les discussions entre les partenaires sociaux se déroulent dans un climat favorable. Et j'ai eu l'occasion de confirmer récemment à l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales que l'État tiendra naturellement les engagements qu'il a pris en avril 2017. Mais il importe désormais que les partenaires sociaux entament sans plus attendre leurs discussions, conformément au calendrier prévu dans le protocole signé au printemps dernier. La réforme du Code du travail portée par les ordonnances du 22 septembre 2017 constitue également un élément de la politique de profonde rénovation du modèle social lancée par le Président de la République et conduite par le gouvernement. Les ordonnances visent avant tout à renforcer le dialogue social en permettant très rapidement aux acteurs du dialogue social et économique de disposer de tous les leviers pour négocier des règles qui prennent mieux en compte les attentes des salariés comme les besoins des entreprises. Le secteur du transport routier a ses particularités, principalement liées au caractère mobile de la majorité de ses salariés, les conducteurs routiers. Comme vous le savez, le gouvernement s'est efforcé ces dernières semaines de lever les interrogations sur les ordonnances. Il a œuvré auprès des partenaires sociaux pour qu'ils trouvent un accord. Celui qui a été conclu et signé mercredi dernier présente le double avantage de répondre en totalité aux attentes du secteur et de s'inscrire pleinement dans le cadre des ordonnances, lesquelles n'ont pas bougé d'une virgule. Merci à votre organisation de s'être impliquée dans cette négociation et de s'assurer désormais, comme chaque partie signataire, de la parfaite déclinaison et application du texte négocié. Il vous appartient notamment de vous saisir des outils que met à votre disposition le Code du travail, notamment la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et l'Observatoire de la négociation collective, afin de mesurer les effets concrets des ordonnances sur la négociation collective dans la branche. J'attache aussi du prix, vous le savez, à la conclusion de vos négociations sur les classifications. Une autre priorité, vous en avez parlé, Monsieur le Président, du gouvernement, est bien entendu la transition écologique et la transition énergétique. L'enjeu est de taille et le secteur des transports est un acteur clé dans la bataille à mener. Vous l'avez compris, vous qui vous êtes engagés nombreux dans le programme Objectif CO2, c'est désormais 25% de la flotte de poids lourds qui relève du dispositif mis en œuvre par l'État, l'ADEME et les organisations professionnelles. Et je veux saluer particulièrement l'investissement de votre fédération dans l'animation de ce dispositif. Cette démarche vertueuse participe à l'effort collectif de réduction des gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, nous devrons aller encore plus loin si nous voulons atteindre l'objectif fixé dans la stratégie bas carbone de la France, baisser de 29% à l'horizon 2028 les émissions du transport. Ce résultat n'est atteignable que si l'ensemble des acteurs professionnels du transport routier s'engagent dans une dynamique de progrès de leur performance énergétique. La première convention de programme du dispositif Objectif CO2 s'achève en décembre prochain. Son bilan est positif et c'est pourquoi, avec Nicolas Hulot, nous souhaitons pouvoir reconduire un nouveau programme adossé à une convention de certificat d'économie d'énergie pour la période 2018-2020. Il nous appartient, organisations professionnelles et pouvoirs publics, de travailler ensemble à la construction de ce nouveau programme et à la rédaction de la convention sur laquelle il s'appuiera. Et ce programme doit être bâti dans une perspective plus globale de réduction de l'impact énergétique du secteur, l'intégration des différents maillons de la chaîne de transport, la prise en compte de l'économie circulaire, des émissions de polluants constituent des pistes de renforcement du dispositif. Le développement des énergies alternatives au pétrole constitue un axe également central de la politique du gouvernement dans le cadre de la transition énergétique et l'État souhaite continuer à vous accompagner dans la modernisation de votre flotte de véhicules.
Dans cette optique, je partage tout à fait votre avis sur l'intérêt d'un recours au gaz naturel et j'espère au biogaz, qui a un triple intérêt, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, de réduire les émissions de polluants, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et en outre, ce sont souvent des motorisations qui sont moins bruyantes. Le dispositif de suramortissement pour l'achat d'un véhicule lourd au gaz naturel mis en place en 2016 devait initialement s'achever cette fin d'année. La prorogation de ce dispositif pour 2018 sera intégrée dans les prochains débats budgétaires. Au-delà des préoccupations environnementales que nous partageons tous, je suis convaincu qu'un haut niveau de performance environnementale des flottes sera demain un avantage concurrentiel pour vos entreprises. Les chantiers sur lesquels nous devons avancer à vos côtés sont nombreux. Vous le savez, nous vivons une période de transformation économique, sociale, environnementale et sociétale d'une ampleur sans précédent. Le transport routier de marchandises constitue une activité essentielle à notre dynamisme économique. Je mesure les transformations engagées par votre profession dans un contexte de concurrence exacerbée, mais continuez à défricher, à explorer, à expérimenter. Le travail que vous venez de lancer sur la blockchain est en ce sens tout à fait exemplaire. L'État est à vos côtés pour vous accompagner dans ces mutations. Ensemble, nous sommes engagés dans la promotion d'un transport routier de marchandises à la pointe de l'innovation, compétitif, attractif, solide, dans une chaîne logistique française performante. Monsieur le Président, sachez que vos préoccupations, celles de vos adhérents, rejoignent les miennes et celles de l'ensemble du gouvernement. Pour reprendre le titre de votre congrès, tous ensemble, nous voulons et nous sommes en train de construire aujourd'hui un autre monde. Je vous remercie. Merci de vos applaudissements et de votre présence. Je vous invite à boire le verre de l'amitié juste derrière vous qui vous attend pour pouvoir finir nos discussions passionnantes. À tout de suite.